Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré dimanche le projet du nouveau delta sur l'axe Cheikh Zayed dans le gouvernorat de Gizeh. Ce projet constitue l'un des plus grands projets agricoles et de développement en Égypte visant à renforcer la sécurité alimentaire et à élargir les terres cultivées. Plus de détails dans ce commentaire de Shams Nami. Le coût total du projet atteint près de 800 milliards de livres égyptiennes, avec un investissement compris entre 350 000 et 400 000 livres par feddan. Le projet comprend également la création d'environ 12 000 km de nouvelles routes et d'infrastructures. Il repose sur la réutilisation et le traitement des eaux de drainage agricole grâce à un traitement tertiaire avant leur transfert à travers deux grands axes hydrauliques nord et est, d'une longueur de 150 km chacun. Afin d'assurer l'irrigation de près de 2,2 millions de feddans, 19 stations principales de pompage ont été construites, en plus de centrales électriques produisant environ 2000 MW. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que le projet est le résultat des efforts conjoints des institutions de l'État et du secteur privé, avec la participation de 150 entreprises dans le domaine de la production agricole, en plus de plusieurs autres sociétés opérant dans divers secteurs. La stratégie agricole du projet vise à assurer une complémentarité entre les anciennes et les nouvelles terres agricoles. Les cultures traditionnelles comme le blé et le maïs seront principalement produites dans les terres fertiles du delta et de la vallée du Nil. Le projet devrait également offrir environ 2 millions d'emplois durables et contribuer à accroître la production agricole nationale. Lors de cette inauguration, le président a insisté sur le fait que la vision stratégique du projet, ainsi que celle du développement de la productivité du secteur agricole égyptien, repose sur l'intégration des terres agricoles anciennes et nouvelles. Le président a ensuite effectué une visite d'inspection, se rendant à la station de pompage d'eau numéro 3, Naba, à une maquette des installations industrielles, des systèmes d'exploitation et de contrôle, et enfin au site de récolte du blé. Il a reçu des explications détaillées sur le rendement du blé à l'hectare et la qualité de la récolte. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Imam Khalil, professeur d'économie à l'Institut national de la planification. Alors bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur Khalil, bien sûr c'est un grand projet dans le domaine agricole. Tout d'abord, dans quelle mesure l'inauguration du nouveau delta renforce la position de l'Égypte en tant qu'acteur principal de développement agricole dans le continent africain? Écoutez, ce projet présente vraiment une vraie réussite, pour le développement durable en Égypte et dans tout le continent africain. Elle présente un projet exemplaire pour tous les pays africains et les pays en voie de développement pour montrer le savoir-faire égyptien et la capacité de l'économie égyptienne de réaliser un projet gigantesque comme celle-ci. Ce projet qui va augmenter la surface agricole en Égypte d'environ 2,2 faddans. Ce projet qui va présenter l'Égypte comme un grand producteur de produits agricoles dans tous les continents, va offrir devant nous un marché assez grand, assez large dans tous les pays africains. Bien sûr, c'est une vraie réussite et on est tous heureux de voir l'inauguration de ce projet. Oui. Il faut savoir que l'Égypte, pendant plusieurs siècles, la surface des terres agricoles, c'était environ 6 millions faddans. Et notre président, après l'arrivée de notre président Abdel Fattah el-Sisi, et jusqu'au moment où on arrive à environ 10 millions de faddans. Et avec ce projet, on va atteindre le niveau de 12 millions, même plus, 12 millions faddans, c'est-à-dire le double surface agricole en Égypte pendant moins de
des 10 ans. Donc c'est vraiment un miracle agricole, industriel, qui fait l'exemple pour tout le monde. Oui. Alors, en fait, docteur, ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour garantir la sécurité alimentaire. Comment, selon vous, ce projet sert de modèle dans ce domaine de la sécurité alimentaire pour le continent africain et pour les autres pays africains? Ce projet, bien sûr, va notre capacité de production de certains produits stratégiques comme le maïs, le blé et d'autres produits. L'Égypte peut être exportateur de certains produits pour tout le continent. En plus de ça, il faut voir l'avantage d'un projet gigantesque comme celle-ci, qui va présenter environ 2 millions d'offres d'emploi directes et indirectes, qui va aussi présenter une nouvelle mode de vie dans le nouveau delta égyptien, dans le désert de l'Ouest. Donc on est devant l'exploitation du désert, qui était une démarche assez difficile avant pour nous les Égyptiens. Maintenant on arrive à faire face à ce obstacle et aller et investir et exploiter notre désert. Ouais, alors oui, allez-y. Alors justement, vous venez de parler de la création de 2 millions d'emplois grâce à ce projet. Alors comment ce genre de projet vraiment aide à la création d'emplois pour la jeunesse également? Le projet gigantesque comme celle-ci observe beaucoup de main-d'œuvre directe, soit dans le domaine agricole, soit dans l'industrie qui va être créée grâce à ce projet, c'est-à-dire toute l'industrie agroalimentaire qui va profiter de faire transfert de produits premiers à des produits pour l'exportation. Et tout ça, bien sûr, ça va aider ça va participer dans notre croissance économique et va aussi diminuer et faire équilibre de notre balance commerciale. Car il faut savoir, l'Égypte reste toujours un pays importateur de blé, un des plus grands pays au monde qui importe le blé. Avec ce projet, je crois, d'ici à 5 ans, on va atteindre le niveau des 10 à 12 millions de tonnes de blé, qui nous permet d'arrêter d'importation de certains produits stratégiques comme celle-ci. Ouais. Alors, comment, selon vous, l'expérience de l'Égypte dans le domaine de la gestion et la réutilisation, le traitement et la réutilisation de l'eau, peut également être transférée aux différents pays africains? Écoutez, il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes de l'eau, surtout dans le continent africain. C'est pourquoi, depuis certaines années, l'autorité égyptienne essaye de traiter, de trouver des moyens durables pour utiliser de l'eau. Ce projet utilise de l'eau qui était déjà utilisée dans l'agriculture. Donc, c'est un nouveau savoir-faire que l'Égypte présente pour le pays africain. Comment on peut utiliser de façon durable le baie de l'eau qu'on a pour faire notre agricole. Et je crois aussi, après ce projet, l'Égypte va présenter ces expériences pour certains pays africains pour l'aider à développer le domaine agricole, surtout dans les zones de l'Afrique centrale. Ouais. Alors une dernière question, si vous me permettez, docteur Khalil. Comment, grâce à ce genre de projet, on pourra renforcer ou nouer des partenariats avec les différents pays africains, notamment dans le domaine agricole, bien sûr? C'est toujours ça. C'est un projet qui va développer notre échange commerciaux avec le pays africain. Va augmenter la coopération sud-sud. Pour moi, en tant qu'économiste, pénétrer dans le marché africain, c'est beaucoup plus facile et a beaucoup plus d'avantages pour l'économie égyptienne d'aller vers le nord et vers le marché européen.
Donc, c'est un projet qui, bien sûr, va augmenter notre échange commercial, va augmenter notre capacité, notre exportation, va aider l'Égypte de réaliser notre croissance économique déterminée par l'autorité déjà. Et voilà. Je vous remercie infiniment, docteur Imam Khalil. Je rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'Institut national de la planification. Merci beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu dimanche le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique. Abdelghati a salué le niveau de la coopération avec le groupe de la Banque mondiale et a souligné l'importance d'optimiser les retombées du programme de partenariat stratégique 2023-2027. La police nigériane a annoncé la mort de 17 de ses agents lors d'une attaque armée contre un centre de formation dans le nord-est du pays. Le communiqué précise que les agents qui suivaient une formation opérationnelle spécialisée au sein de l'établissement ont été tués lors d'une attaque coordonnée lancée samedi par des terroristes contre le centre depuis différents endroits. Djibouti a dévoilé dimanche la composition du premier gouvernement formé depuis la réélection du président Ismail Omar Guelleh, reconduit en avril pour un nouveau mandat. La nouvelle équipe comprend 26 membres, dont plusieurs figures reconduites au poste régalien et 8 femmes, parmi lesquelles une secrétaire d'État. La République démocratique du Congo est frappée de plein fouet par une épidémie d'Ebola avec au moins 80 décès attribués au virus. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche l'urgence sanitaire internationale à la suite de l'avertissement émis par les autorités qu'il n'existait aucun vaccin contre cette souche. Les détails avec Shams Nemi. Au total, 88 décès et 336 cas suspects de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse ont été signalés. C'est ce qu'a indiqué samedi le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies dans un communiqué. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche que l'épidémie provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola constituait une urgence de santé publique de portée internationale, soit le deuxième niveau d'alerte le plus élevé prévu par le règlement sanitaire international. L'organisation a averti que l'ampleur réelle du nombre de cas et de la propagation n'était pas claire, mais s'est abstenue de déclarer une urgence pandémique, le niveau d'alerte le plus élevé instauré en 2024. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo a déclaré qu'il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre la souche. Cette souche représente un taux de létalité très élevé, pouvant atteindre 50%. Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola à toucher le Congo et les autorités ont mis en garde contre un risque élevé de propagation. Il existe de grandes incertitudes quant au nombre réel de personnes infectées et à la propagation géographique, c'est ce qu'a déclaré l'OMS. Mais l'OMS a ajouté que le taux élevé de résultats positifs parmi les premiers échantillons, la confirmation de cas dans 2 pays et le nombre croissant des cas suspects signalés laissent tous présager une épidémie potentiellement bien plus importante que celle qui est actuellement détectée et signalée, avec un risque significatif de propagation à l'échelle locale et régionale. La dernière épidémie d'Ebola, qui a fait environ 15 000 victimes en Afrique au cours des 50 dernières années, malgré les progrès réalisés en matière de vaccins et de traitements, s'est produite en août dernier dans la région centrale. Cet épisode a fait au moins 34 morts avant d'être déclaré éradiqué en décembre. Et au Kenya, le retour du fantôme de la forêt marque une avancée importante pour la conservation de la biodiversité grâce à la réintroduction de cette antilope rare, longtemps disparue de certaines zones forestières. Les efforts de protection de la faune prennent une nouvelle dimension. Les détails avec Shams Nemi. Le bongo des montagnes est devenu le fantôme de la forêt, difficile à repérer aux plusieurs et à milieu des denses arbustes grâce à son camouflage exceptionnel.
Espèce en danger critique d'extinction, l'animal est progressivement réintroduit dans son milieu naturel par des défenseurs de l'environnement afin d'accroître la population de cette antilope rare indigène des forêts kenyanes. Le bongo des montagnes est une antilope rare reconnaissable à sa robe brune et à ses rayures blanches caractéristiques. Avec moins de 100 individus restant à l'état sauvage, une réserve naturelle basée au Kenya les élève et les introduit progressivement dans la nature, avec pour objectif d'atteindre 750 bongos sauvages d'ici 2050. Située sur les pentes brumeuses du mont Kenya, le plus haut sommet du Kenya, en bordure de forêt, la réserve de faune sauvage du mont Kenya, d'une superficie de 506 hectares dans la région de Nanyuki, s'emploie à restaurer les instincts de survie des bongos nés en captivité. L'objectif est de garantir que ces animaux puissent se nourrir sans intervention humaine, échapper aux prédateurs et développer une forte immunité contre les maladies à l'état sauvage. La semaine dernière, la réserve a importé 4 nouveaux bongos mâles de l'Association européenne des eaux et aquariums via la République tchèque. Ces nouveaux arrivants, actuellement en quarantaine et en observation constante, seront croisés avec les descendants de 18 bongos arrivés des États-Unis en 2004, et ceci afin d'assurer une plus grande diversité génétique. Et avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Autour du monde d'Afrique et à la fin de nos émissions françaises qui doivent reprendre ce soir à 18h heure du Caire. Merci pour votre attention.